بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Bon, dans cette vidéo, je vais traiter l'exercice 1 de la série numéro 3, électricité 1 SMPC S2. Je rappelle que cette série, dans cette série, on aborde la distribution de charge continue, volumique ou surfacique. Le calcul donc, l'utilisation du théorème de Gauss pour le calcul du champ électrostatique. Bon, l'exercice 1, il dit, on considère un cylindre d'axe OZ de rayon R et de longueur infinie. Ce cylindre est uniformément chargé avec une densité de charge volumique ρ supposée constante. On donne que les coordonnées, on doit utiliser les coordonnées cylindriques R, θ, Z, et la base choisie est notée ER, Eθ, EZ. Alors, la première question, quelle est la direction du champ électrostatique en tout point M de l'espace? Alors, pour répondre à cette question, on va prendre un point M de l'espace, quelle que soit sa position par rapport à l'axe OZ. Ce point a pour coordonnées cylindriques R, θ, Z. Si on utilise la base ER, Eθ, Z, le vecteur OM s'écrit alors sur la forme suivante. Sa différentielle s'écrit sous cette forme-là. Donc je différencie le vecteur RER et j'obtiens donc D2R ER plus R de θ θ. Et la différentielle de Z EZ donne D2Z EZ. À partir de cette différentielle, on voit que CR est constante. L'élément de surface latérale s'écrit alors R dθ D2Z suivant ER. Et l'élément de surface base est obtenu lorsque Z est une constante. Donc on aura D2SP qui est égal à plus ou moins R D2R D2θ EZ, suivant que l'on est sur, si je prends bien sûr le O comme étant le centre du cylindre choisi, si je prends M comme étant l'origine, le niveau M comme étant l'origine du repère choisi, alors l'élément de volume est obtenu directement par la multiplication des trois différentiels. Bien. Alors, nous savons que le point M est situé dans l'espace. Si je prends un plan qui est perpendiculaire à OZ et qui passe par le point M, alors j'ai divisé le cylindre en deux demi-cylindres par rapport au plan vertical qui coupe l'axe OZ et passant par le point M. Alors ces deux demi-cylindres sont symétriques parce que le cylindre est supposé infini. La distribution de charge considérée donc à une symétrie est une distribution à pour plan de symétrie, le plan M ER EZ, le plan M ER Eθ, parce que le plan est le plan ER Eθ. Le plan considéré est le plan ER Eθ. Alors ce plan-là est un
alors il dit champ radial de direction ER. On peut écrire alors que EM est égal à EM suivant ER. Je répète, donc pour tout point de l'espace, que ce soit un point à l'intérieur du cylindre ou à l'extérieur, le plan qui contient M et qui contient l'axe EZ est un plan de symétrie, et le plan qui contient M et qui coupe et qui est perpendiculaire à OZ est un plan de symétrie. L'intersection des deux plans, c'est l'axe ER qui contient le point M, donc le champ est de direction ER. Alors, il est dit alors champ radial. Et que, donc, on peut écrire que EM est égal à E de M suivant ER. Sachant que la densité de charge volume micro est constante, donc le champ E de M est de même sens et de direction et de même sens que ER. Très bien. La deuxième question, montrer que la valeur du champ électrostatique ne dépend que de R. C'est-à-dire que le champ électrostatique, E de M, dépend de la variable, dépend uniquement de la variable R. Bien. Donc ici, si je prends un point M de l'espace, nous savons que ses coordonnées sont R, θ et Z. Si je fixe la variable R et je fixe la variable θ, alors le point M est un point M qui appartient à un axe parallèle à Z. À partir de M, en regardant la distribution de charge du cylindre, alors cette distribution de charge est invariante en se déplaçant parallèlement à l'axe OZ. Puisqu'il est invariante, donc le champ est indépendant de cette variable. La même chose donc, on va prendre un point M de l'espace, on va fixer la coordonnée Z et la coordonnée R. Il ne reste alors que la variable θ. Et cette variable donc c'est une rotation autour de OZ. Et cette rotation donc laisse invariante la distribution de charge à partir du point M. Donc le champ est indépendant de θ. Il reste alors que le champ E de M ne dépend que ni de Z ni de θ, il dépend uniquement de R. Ce qui montre alors que le champ E peut s'écrire comme étant une fonction de R uniquement, c'est-à-dire d'après la première question que E de M est égal à E de R, ER. Troisième question, en utilisant, je résume un peu les deux premières questions, les plans de symétrie donnent la direction du champ et les invariances de la distribution de charge donnent les variables, déterminent la variable dont dépend le champ. En utilisant, troisième question, en utilisant le théorème de Gauss et en précisant la surface de Gauss, une surface de Gauss à choisir, calculer le champ électrostatique créé par la distribution de charge désignée par la distribution de charge volumique du cylindre dans les deux cas suivants. Lorsque R est supérieur au rayon du cylindre, c'est-à-dire un point M à l'extérieur du cylindre, et R inférieur à R, c'est-à-dire un point M à l'intérieur du cylindre. On donnera bien sûr l'expression du champ E de M en fonction de R.
Voilà donc pour la question. On doit choisir un cylindre. On doit choisir une surface de Gauss pour appliquer le théorème de Gauss. Alors, vu les symétries et les invariances citées avant, nous savons donc que E de M est égal à E de R de R. La surface de Gauss à choisir donc serait, puisque le théorème de Gauss il dit le flux à travers une surface, donc on va choisir une surface de Gauss qui est un cylindre fini de hauteur h et de rayon petit r, c'est-à-dire petit r, c'est-à-dire la position du point M par rapport à l'axe du cylindre. Alors, nous savons donc que le flux du champ E à travers cette surface du cylindre fini de hauteur h et de rayon r, c'est une surface fermée. Le flux du champ E à travers cette surface-là est égal donc au flux du champ E à travers la surface latérale de ce petit cylindre, plus le flux du champ E à travers la surface base 1 et à travers la surface base 2, c'est-à-dire la base inférieure et la base supérieure du cylindre choisi. Bien. Alors, il est clair que on doit distinguer deux cas de figure, c'est-à-dire que le point M est à l'intérieur du cylindre, donc le cylindre de Gauss c'est le cylindre que voici ici. Ici M est à l'extérieur du cylindre, on va prendre ce cylindre-là, toujours de même hauteur, les deux cylindres ont la même hauteur, et le rayon des deux cylindres, un rayon inférieur à R et un rayon supérieur à R, comme on le voit dans cette figure. Bien. Il est clair que la surface base s'écrit donc R d2R d2θ EZ sur les deux bases, et puisque le champ E est égal à E de R ER, alors le flux qui s'exprime à l'aide de cette intégrale, de la somme des trois intégrales ici, ce terme-là est nul parce que la surface base 1 et la surface base 2 sont suivant EZ qui est perpendiculaire à ER, donc ce produit scalaire égale 0 et ce produit scalaire égale 0. Il reste alors que le flux à travers le cylindre entier est une expression qui s'écrit uniquement comme étant le flux à travers la surface latérale. Bien. Alors, je sais que la surface latérale, l'élément de surface latérale, c'est R d2θ d2Z suivant ER, que je remplace donc par son expression ici, et j'obtiens donc que le flux, parce qu'en effectuant ce calcul, bien sûr ici, j'ai commis une petite erreur en laissant la surface latérale comme étant une surface fermée, il n'est pas fermé, donc je dois mettre ici l'intégrale sur la surface base uniquement,
ou le flux qui est égal uniquement à la double intégrale de ER avec D2S base, avec D2S latéral. Si je fais ce produit scalaire, donc E de R, comme il ne dépend que de R et que R est constante, donc je peux la faire sortir et j'obtiens donc E de R. Et l'intégrale ici, R étant, je le fais sortir, l'intégrale de D de θ est égale à 2π et l'intégrale de D de Z est égale à H. J'obtiens donc comme flux phi est égal à cette expression-là. De toute façon, cette intégrale ne présente pas de difficulté majeure. Alors, pour le calcul de la charge intérieure, on doit distinguer deux cas de figure. Donc cette relation-là est valable que pour R inférieur à grand R, ou bien, c'est-à-dire pour tout point M à l'intérieur ou à l'extérieur du cylindre. Pour la charge intérieure, on doit distinguer ces deux cas. Alors, le point M est à l'extérieur du cylindre, c'est-à-dire R supérieur ou égal à grand R. Dans ces conditions, la charge intérieure est égale à l'intégrale volumique de ρ et de τ, qui est égale donc à cette valeur-là. D'où, d'après le théorème de Gauss qui dit que le flux du champ E est égal à la charge intérieure sur ε0, on obtient donc que le flux est égal à cette expression, d'où ER est égal à ρ R carré sur 2ε0 petit r. C'est-à-dire que le champ vecteur, je dois ajouter ER. Si ce résultat est valable pour R supérieur à grand R, c'est-à-dire pour un point M à l'extérieur du cylindre. Mais bien. Si M est un point à l'intérieur du cylindre, c'est-à-dire que R est inférieur à grand R, alors la charge intérieure du cylindre fini est donnée par l'expression suivante. C'est très simple à calculer. On doit remplacer T par son expression, puis on obtient ce résultat. D'après le théorème de Gauss, qui dit que le flux est égal à la charge intérieure sur ε0, on sait écrire ces relations-là, d'où on obtient que le champ E de R est égal à ρ R sur 2ε0 ER. Donc voilà l'expression du champ à l'intérieur du cylindre, et ici c'est l'expression du champ en tout point M extérieur au cylindre. Bien. Calculer le potentiel électrostatique à l'intérieur du cylindre, à l'intérieur et à l'extérieur du cylindre. On impose la condition V égale 0 pour R égale 0. Ici donc, on doit chercher à calculer le potentiel électrostatique en tout point de l'espace. Et on doit distinguer les deux cas lorsque R est inférieur à grand R et lorsque R est supérieur à grand R, c'est-à-dire un point à l'intérieur ou à l'extérieur du cylindre. Bon, on sait que le champ E est lié au potentiel V électrostatique par la relation de gradient. E égale moins gradient de V. Lorsque les grandeurs ne dépendent que d'une seule variable, ici R, c'est-à-dire que d de V sur d de θ égale 0 et d de V sur d de Z égale 0, alors E égale moins gradient de V, s'écrit alors E est égal à moins d de V sur d de R, ER. Alors si M est à l'intérieur du cylindre, et si M est à l'extérieur du cylindre, je dois intégrer E de R par rapport à R et obtenir donc le potentiel sous la forme suivante. C'est très simple, donc parce que E de R est égal à moins D de V sur D de R, ER. Donc V égale
égale l'intégrale de E de R D de R. Et on obtient donc ce résultat. Si M est à l'intérieur du cylindre, je dois remplacer E de R par son expression, puis l'intégrer par rapport à R, en conservant bien sûr le signe moins, en faisant attention au signe moins. On obtient donc V est égal à moins ρ R carré sur 4 epsilon 0 plus constante. Bien. Alors, avec la condition V en 0 est égal à 0, je dois prendre la condition ici pour obtenir la valeur de la constante. Parce que R égale 0, ça veut dire que R est inférieur à R, que je dois prendre l'expression de V lorsque R est inférieur à R. Il va me donner alors que V est égal à moins ρ R carré sur 4 epsilon 0. Bien. La condition de continuité en R égale grand R donne la deuxième constante ici. C'est-à-dire que le champ, que le potentiel scalaire en R égale grand R calculé à partir de cette expression doit être égal au potentiel obtenu à l'aide de l'expression ici lorsque R est égal à grand R. Ceci donc permet de donner la valeur de la constante qui est égale à cette expression plus celle-ci, parce qu'il y a un signe moins que lorsque je la transmets, elle va devenir avec plus. Ce qui montre alors que V, pour tout R supérieur à grand R, est donné par l'expression suivante. Bien.